Bonjour à tous, aujourd'hui dans Va au loin, on va à la rencontre de Hervé Munier-Didier, un accompagnant autour de la psychocorporalité, de la mise en transe par l'hypnose et par plein d'autres choses que tu vas nous partager aujourd'hui. Je suis très content que tu sois avec moi ici dans ce bel espace à Toulouse, où on va pouvoir justement discuter autour de l'hypnose, de la mise en transe, du mouvement qu'on peut mettre aussi à l'intérieur du corps, et qui permet aussi, au niveau de la thérapie, des problématiques, de créer peut-être une chose un peu différente de la psychothérapie de base, qui nous vient plus nous concentrer sur l'esprit, sur la tête. Or, le corps est aussi le prolongement de nous-mêmes, et peut-être que de venir mettre du mouvement à l'intérieur, ça permet aussi de venir débloquer certaines situations. Oui, ça parle avant tout de mouvement. Exactement. Ouais. Parce que si on parle de changement, on ne peut pas se départir de l'idée que dans tous les processus naturels et naturalistes, il y a du mouvement, quoi. C'est la nature qui nous l'apprend et nous faisons partie de cette nature-là. Donc c'est ce qui m'intéresse depuis des années, depuis que j'exerce. Ouais. Du coup, tu as commencé en tant que hypnotiseur. Qu'est-ce que tu faisais en fait au début de tes pratiques? Comment c'est venu début des pratiques ou avant le... Peut-être avant ça, qu'est-ce qui est venu à te dire qu'un jour tu allais peut-être accompagner des gens? Est-ce que c'était quelque chose qui était inné et tu t'es dit ok, je veux faire absolument ça, ou c'est peut-être dans ton parcours de vie? Alors là, c'est une question qui est à la fois vaste et en même temps je l'aime bien, elle est sensible. Si je refais un peu de chronologie là-dedans, je pense que comme plein d'enfants, j'avais très envie de croire en la magie. J'avais aussi peur de la magie. J'avais parfois aussi beaucoup de surprises sur ce que mon esprit pouvait m'amener comme matière, notamment la nuit, dans les rêves, dans les cauchemars, dans des visions, dans des perceptions un peu hallucinées parfois aussi qu'on a quand on est enfant. Et ma première expérience d'hypnose, elle est à l'âge de 6 ans et demi, face à un miroir. En fait, je suis chez moi avec mon frère et ma sœur. Et à la sortie de la douche, je regarde dans le miroir, à travers la buée du miroir, j'efface la buée du miroir, et je ne sais pas ce qui me prend ce jour-là, en fait je regarde vraiment ma pupille. Et pour celles et ceux qui ont déjà fait l'expérience de fixer un point, et notamment un œil, on sait que très vite il peut se passer pas mal de modifications de perception visuelle, et pas que. Donc je me suis fait un peu peur en fait, parce que j'avais des visions de mon visage qui se transformaient, qui s'assombrissaient, qui grossissaient, qui disparaissaient. Et je ne savais pas du tout que ça parlait d'état de conscience modifié. Évidemment, j'étais trop petit. Mais j'aime bien faire le lien avec cette première expérience qui a été assez marquante parce que elle raconte aussi ce qu'on pourrait se dire de l'hypnose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 2 grandes autoroutes qui ont permis de vulgariser l'hypnose, notamment la médecine et aussi le show business. Et c'est peut-être depuis une vingtaine d'années, en tout cas en France, par le canal de la médecine et des psychothérapies que l'hypnose a pris un peu plus de légitimité. Mais on sait aussi que dans les grandes croyances collectives, il y a ce côté un peu, pas mystique, mais mystérieux de l'hypnose, qui fait qu'on pourrait avoir peur, on pourrait perdre le contrôle, etc. Enfin, tout ce genre de choses. Donc à 6 ans et demi, quand je vis cette expérience, je perds un peu le contrôle sur ce qui se passe, et surtout je découvre que la vision d'une réalité, entre guillemets, elle peut être transformée. Et ce qui fait qu'en fait, j'ose pas en parler. J'ose pas en parler ni à mes amis, mes copains de l'époque, ni à mes parents, en me disant mais c'est peut-être pas normal ce truc-là. Donc je reste avec cette expérience tout seul et je la nourris. C'est-à-dire que je vais piocher dans un de mes jeux de société un sablier. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je sors ce sablier et je vais calculer grâce au sablier le nombre de secondes de plus, de temps en plus où je me sens capable de rester face à ce visage qui est en fait une image de moi qui se transforme. Et je trouve que c'est une expérience qui est quand même assez anecdotique et en même temps très représentative de ce qui a pu naître plus tard par rapport à ce que j'en ai fait, évidemment. Ouais. Et puis c'est aussi quelque chose d'assez important où quand on est petit, on apprend à se découvrir, on apprend aussi nos perceptions. Et c'est vrai que peut-être de se regarder, c'est aussi créer une image de soi-même qu'on pourra garder plus tard et venir nourrir tout au long de notre vie, qui est quand même important. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient un peu l'enfant qu'on était, au détriment d'être un adulte très sérieux et autres. Et c'est vrai qu'on revient beaucoup à ça dans les thérapies, et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure dans ce que tu fais. Moi, je t'ai rencontré quand j'étais en formation à l'Arche, où tu as été mon formateur du coup. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir ta pratique, qui est vraiment quelque chose qui m'a parlé, parce que c'est du psychocorporel, c'est vraiment quelque chose de très kinesthésique. Et en même temps, ça fait sortir vraiment de cette bulle mentale
pour amener à quelque chose qui est un peu comme la respiration à autre, une partie de nous en fait, et qui est ultra importante et que parfois on néglige un peu, peut-être dû à certaines peurs ou autre chose, mais c'était assez intéressant de venir travailler avec toi sur ces aspects-là. Aujourd'hui, tu es toujours à l'Arche et tu es aussi du coup à Toulouse le directeur de l'annexe. Comment est-ce que tu as intégré dans ta pratique cette partie-là, cette partie vraiment corporelle qui est pour le coup en hypnose pas forcément la plus vue, pas forcément la plus expérimentée, mais du coup comment tu es venu ancrer ça dans ta pratique à toi et de le laisser... Ouais. C'est intéressant d'y répondre, je pense, pour moi, en deux volets, c'est-à-dire qu'il y a un volet extrêmement personnel et puis un volet expérimental, plus professionnel. Personnellement, déjà, moi, je viens du monde des arts appliqués au départ. Après, j'ai travaillé beaucoup dans l'urgence sociale, auprès de sans-abri, de réfugiés, de mères isolées et d'adolescents aussi en rupture, sous mandat de justice. Et ça m'a donné l'occasion après de travailler pendant quelques années en Afrique de l'Ouest, avant de devenir artisan dans la savonnerie, avant de devenir conteur, et ensuite, je me suis lancé dans l'hypnothérapie. De loin, comme ça, on pourrait se dire, il n'y a pas de lien entre ces choses-là. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'en fait, le rapport au corps, il se façonne très jeune. C'est-à-dire que l'idée qu'on a un corps, dans le processus d'individuation d'un enfant, d'un adolescent, dans ces stades de développement, l'idée de se démarquer pour exister en tant qu'entité, en tant qu'individu dans le monde, ça prend plusieurs années. Et tout ça, ça peut être ponctué de certains impacts, de certaines félicités aussi, mais toutes les expériences du quotidien, les expériences accidentelles, physiques, amoureuses, sportives, extatiques, ou au contraire des expériences peut-être plus introspectives. En fait, on le vit quand on est gamin. Et moi, tout petit, en fait, j'ai déjà réappris à marcher une fois quand j'avais 2 ans et demi, suite à un petit accident que j'avais eu. Et j'ai réappris aussi à marcher une seconde fois en 2016, suite à un accident que je qualifie d'un accident de poésie. En fait, j'ai eu quand même un gros impact, le talon a été cassé, et j'ai mis 1 an à remarcher. Et je pense que déjà, ce genre d'expériences qui sont des impacts traumatiques pour le corps, nous obligent, en fait, quand on vit des choses comme ça, à revenir au corps. Je parlais de l'expérience aussi en tant que coopérant, quand j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, principalement au Mali. J'ai vécu aussi pendant des années avec des gens qui ont une autre culture, qui ont d'autres religions, d'autres codes, et qui ont surtout un autre rapport à leur corporalité. Quand on voit par exemple ce qui se passe dans l'évolution d'un bébé, quand il est massé par sa mère, quand il est enveloppé, il y a une véritable conscience de sa corporalité, de son enveloppe, de ses articulations, de sa musculature, qui se fait très très jeune, et qu'on n'a pas, nous, en Occident. En fait, tout ça, il y aurait plein d'exemples à donner, évidemment, mais tout ça, ça a été comme une série d'expériences qui m'ont beaucoup questionné sur, et moi, j'en suis où par rapport à cette idée du corps? Donc voilà, c'est déjà parsemé de beaucoup d'expériences personnelles, de fait. Et puis après, il y a eu, à partir de 2014, cette entrée-là, où le choix est fait pour ma part d'accompagner des gens avec l'hypnose d'accompagnement. Au début, je me forme à l'hypnose un peu tout seul. Je ne sais pas encore que je vais devenir accompagnant, mais je trouve ça juste intriguant, fascinant. Et puis, cette part de mystère m'intéresse énormément, mais je vais le définir, c'est-à-dire que si je reprends par exemple l'épisode de l'enfant que j'étais qui se regarde dans le miroir, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Il se passe qu'en fait, il y a plein d'occasions dans une expérience humaine pour commencer à apprendre à flirter avec cette frontière entre le visible et l'invisible. Donc voilà, on a une culture psychothérapeutique principalement sur le vieux continent qui est plutôt issue de la psychanalyse. Et on voit bien tout le travail qui a été fait par Freud autour des rêves, par Jung autour de la symbolique, etc. Que justement cet accès à l'invisible
En fait, si on le laisse pénétrer le monde du visible, il est troublant. Il est troublant et en même temps, il est informatif. Et moi, c'est ça qui m'a passionné. C'est dire, c'est quoi la limite, c'est quoi la frontière, comment on peut passer d'un état à un autre et comment on peut se laisser imprégner de choses qui surgissent inconsciemment dans une expérience de rêve, dans une expérience hypnotique, pour en faire quelque chose qui va servir dans le réel, ici, dans le quotidien. Surtout qu'on a un peu cette tendance à venir créer des formes qui n'existent pas, que ce soit pour, par exemple, le stress ou des choses qui, pour le coup, n'ont pas vraiment d'essence, mais qu'on va venir justement essentialiser, créer, et qui vont se répercuter directement sur le corps. Souvent, les gens qui ont des crises d'angoisse, qui ont des états où ils sont très stressés, vont être pris au niveau de la poitrine, au niveau vraiment de l'endroit que ça va serrer au niveau des poumons. Pour les personnes qui peuvent avoir des traumatismes ou autres, ça peut se lier beaucoup avec le ventre. C'est vrai que cette capacité à venir retravailler le kinesthésique, venir retravailler le corps, quelque part, ça lui permet de remettre la mémoire aussi au creux de tout ça. On parle de mémoire mécanique, on parle de mémoire musculaire, et c'est vrai qu'on se dit toujours, non mais il n'y a que dans ma tête où les choses sont créées, je suis bloqué là, je suis là, il y a ma tête d'un côté, mon corps de l'autre, mais en fait finalement, si on vient à rassembler les deux, on s'aperçoit que peut-être que ma tête est en surréaction parce que mon corps n'est pas écouté. Et on voit ça notamment, je trouve, dans la manière dont on peut lire à travers quelqu'un par le corps. C'est ce qui a été beaucoup fait par les Américains, que ce soit par les intentions du regard, que ce soit par les manières de venir exprimer une chose juste par un mouvement ou autre. Et c'est vrai que si on se sert de ça, peut-être qu'on peut venir libérer aussi beaucoup de notre surtension, j'allais dire, mentale. Et ça fait du bien, en fait, d'apprendre à respirer et à relâcher un peu tout ça. Ouais. Là, on arrive au cœur du sujet, en fait, Valentin. Donc, il va falloir que je te réponde sur comment, professionnellement, j'ai pris conscience qu'il pouvait y avoir d'autres manières d'accompagner. Alors, évidemment, j'ai aucune prétention d'annoncer que j'ai inventé des choses. Je pense qu'en fait, on est souvent d'humbles et de dignes héritiers. Et c'est à nous d'en faire quelque chose d'utile au nom des gens qu'on accompagne. Mais c'est vrai que moi, mon leitmotiv, en fait, c'est l'alliance corporelle. C'est-à-dire que, et tous les gens qui pratiquent du sport, tous les gens qui sont peut-être dans les arts, dans la musique, tous les gens qui ont connu des gros impacts aussi physiologiques et émotionnels, peuvent à un moment donné avoir une autre acuité sur qui suis-je, que suis-je. J'allais plutôt dire que suis-je. Suis-je un corps ? Suis-je un esprit qui a un corps ? Enfin, on peut se poser la question de plein de manières. Pour ma part, je crois aujourd'hui qu'en fait, on est avant tout ça. C'est-à-dire qu'on est un corps qui nous permet l'expérience en direct dans le réel. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être tout simplement le principe de vie. Donc, quand on voit tout être vivant se mouvoir dans le monde, en fait, ça parle de mouvement et ça parle de principe de vie, c'est-à-dire de capacité à s'adapter à des changements dans son écosystème. Et c'est vrai que très tôt, dans ma pratique hypnothérapeutique, je me suis éclaté, j'avais envie de donner beaucoup, je faisais des séances parfois un peu trop longues, j'avais vraiment envie de sculpter de la transe avec les gens, ça allait peut-être un peu vite. J'ai appris avec le temps qu'en fait, chacun a ses représentations de qu'est-ce que c'est que ma pensée, qu'est-ce que c'est que mon esprit, qu'est-ce que c'est que ces idées que j'appelle ma pensée, qui font partie du monde invisible, qui sont des représentations cognitives, et comment je vais collaborer avec celles-ci du mieux possible. Tout simplement parce que ces représentations cognitives, elles ont un impact direct sur ma vie émotionnelle, sur ma vie hormonale, sur ma vie énergétique, et aussi sur mes comportements, sur mes réactions et ma capacité d'adaptation dans le monde. Donc, moi, je m'amuse avec l'hypnose, j'en fais quelque chose, je me laisse kidnapper par cette pratique, en me disant, mais c'est génial, on peut vraiment avancer pour en faire quelque chose de thérapeutique. Sauf que je pense qu'à cette époque, je suis encore très jeune dans la pratique. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore, notamment sur l'accompagnement des psychotraumas. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore sur les approches systémiques, notamment, sur les approches transgénérationnelles que je vais étudier petit à petit tout au long. Et puis surtout, il y a des choses que je commence à découvrir en parallèle, mais avec lesquelles je ne sais pas encore vraiment comment composer, c'est-à-dire notamment les approches massothérapeutiques. Donc, j'arrive à une période où je commence l'hypnose, et en fait, à côté de ça,
je suis déjà, depuis un certain temps, en train de m'initier à la massothérapie, à la réflexologie, et notamment ce qui deviendra pour moi la voie d'accès direct à l'émotion, c'est l'accompagnement massothérapeutique par le Qin Tsang. Et le Qin Tsang, c'est un héritage de médecine chinoise et de nos anciens maîtres moines taoïstes. Moi, je ne me définis pas comme un expert du Qin Tsang, mais pour avoir été bien formé à cette méthode, je me suis dit, en fait, là, en massant le ventre, en remettant du mouvement et de la capacité de communication entre les organes, on est en prise directe avec ce qu'on pourrait appeler des parties de soi, mais qui ne sont pas des parties invisibles, qui sont des parties organiques, vraiment factuelles. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'être pas en alliage, mais en alliance avec le corps, parce qu'il faut quand même aussi de la sécurité là-dedans. On pourrait se dire que lorsque je vais venir chercher quelque chose qui peut-être me fait peur, qui peut-être est pas super agréable, il va falloir que je prenne les armes, que j'aille monter un peu au créneau, alors qu'en fait on peut apprendre à faire ça en sécurité et surtout en pleine conscience de ses capacités à se dire que si un blocage a été créé à un moment donné, il y a forcément un moyen de le débloquer, vu que c'est nous qui l'avons quelque part un peu créé, que ce soit un événement interne ou extérieur. Donc venir créer cette alliance et cette confiance, que ce soit vers le thérapeute ou même juste par soi-même, je trouve que c'est quelque chose qui est important pour cet accompagnement-là, en fait. Ouais. Là, on va parler vraiment beaucoup de ça, parce qu'en fait, je pense que justement, le principe de l'alliance corporelle, pour moi, il est né aussi. Je parlais tout à l'heure des héritages, en tout cas qu'on est on est des passeurs, on est aussi des héritiers de méthodes qui sont nés bien avant nous. Le fait que la psychothérapie soit très orientée vers la psyché et le monde des représentations, c'est quelque chose de très neuf. Et d'ailleurs, notamment dans le monde de l'hypnose, dans l'histoire de l'hypnose, on sait que avant le 19e, l'hypnose, quelque part, c'était quelque chose de très corporel, de très expérientiel, de très manifeste, où il y avait vraiment de la catharsis, où il y avait vraiment de l'expression, de la manifestation émotionnelle vécue dans le mouvement. Et petit à petit, tout ça est devenu une méthode plus proche de ce qu'on a connu au XXe siècle, où on est arrivé vers des formes de psychothérapie moderne, avec l'arrivée de, bien sûr, la psychanalyse, la psychologie cognitive et comportementale, et tout un tas d'approches qui nous ont, en fait, assis dans la fonction d'accompagnant au sens propre. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, comme toi et moi là, à discuter et à laisser la personne faire l'œuvre du mouvement qui pouvait se créer par le simple fait qu'elle s'exprime verbalement. Maintenant, moi, dans ma pratique hypnothérapeutique, au début, je me dis, mon Dieu, on est assis, on ne bouge pas, ça manque de mouvement, ça manque d'interaction, ça manque d'écoute corporelle. Et c'est vrai que je commence à tester. Je commence à tester sur des séances, des dizaines, des centaines, de travailler principalement debout, de commencer à travailler dans le mouvement, de travailler dans la nature, de travailler dehors, de travailler aussi en permettant aux gens de créer leur transe hypnotique progressive, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, mais il y a besoin de beaucoup de sécurité, il y a besoin de s'adapter à quelqu'un qui, en fait, peut-être découvre pour la première fois qu'il est possible de se mettre en lien avec ce qu'on appelle encore un peu maintenant, même si on s'en est départi, ce qu'on appelle en hypnose l'inconscient. Alors, dans les grandes écoles aujourd'hui, et notamment à l'Arche que je représente aussi régulièrement, ça fait un petit moment déjà qu'on s'est départi de cette notion-là, qui est un peu omnipotente et qui manque de définition claire dans le fond. Donc on s'est beaucoup plus appuyé sur les notions de partie, sur les ego states, etc. Moi, ça m'intéresse, évidemment. Si j'accompagne quelqu'un, ou même moi, quand je m'interroge et que je vis des choses, que je dois les traverser, j'ai la partie de moi qui est courageuse, qui est opiniâtre, qui est déterminée, qui peut avancer, qui est endurante. Puis j'ai la partie de moi qui, des fois, a peur ou se demande si c'est possible, si je suis capable, etc. Donc, on sait déjà que de faire se rencontrer ces parties symboliquement a une valeur éminemment thérapeutique, au sens symbolique, pour justement commencer à faire bouger la cognition. Mais dans le monde de l'hypnose corporelle, parce que ça y est, le mot est lâché, on parle d'hypnose corporelle, c'est comme ça que j'aime l'appeler depuis longtemps, eh bien on va s'intéresser à la même notion de mouvement, sauf qu'en faisant bouger le corps,
on va permettre justement à ce qu'il y ait des motricités internes, donc énergétiques, organiques, qui se mettent en place pour non pas résoudre, non pas débloquer tout de suite, mais envoyer l'information au corps qu'il est possible que ça bouge, qu'il n'y a pas forcément de nécessité encore aujourd'hui, après tant de mois ou tant d'années, après des impacts, que ça reste comme ça figé, que ça reste dans la rétention ou dans l'incapacité de se mouvoir. Donc je trouve ça très intéressant parce que sur une approche qu'on pourrait appeler pour les professionnels une dynamique cognitivo-émotionnelle et comportementale, eh bien l'hypnose corporelle, elle va pouvoir permettre de placer à la fois par les représentations cognitives, donc par la psyché, et à la fois par le corps, mais dans le seul et même but que d'aller à la rencontre progressive, sécurisée, etc., aller à la rencontre d'une émotion, souvent ancienne, profonde, parfois lourde, parfois impactante, et c'est normal que tout un chacun, on puisse se dire non, c'est pas possible, parfois même on n'a pas conscience de ça, donc on va pouvoir permettre la rencontre vers cette manifestation et ce mouvement émotionnel, et de là, alors, il y a l'exploration thérapeutique qui permet d'en extraire le besoin profond pour la personne. Donc pour moi, on est vraiment au carrefour de grands héritages que sont les formes de psychothérapie et les formes d'accompagnement par les approches corporelles. Ouais. Et ça me fait penser au fait que, justement, même dans notre langue, qui est quand même très riche, on a souvent tendance à venir mettre des images sur les mots, et on dit souvent « je suis bloqué quelque part, j'ai besoin d'avancer, mais j'y arrive pas, je ne sais pas comment ». Et le fait de venir passer aussi par le corps, ça crée une autre forme de suggestion, qui ne sera pas forcément liée aux mots qui pourraient impacter différemment. C'est-à-dire que si je te dis « t'es bloqué, tiens, tu devrais essayer d'avancer », mais peut-être que pour la personne, ça ne va pas lui parler. Par le corps, il y a un truc hyper intuitif, un peu comme si on marchait au bord d'un muret, et que d'un coup, on venait récupérer son équilibre, sans avoir besoin de mettre forcément une suggestion orale. Le simple fait de venir accompagner par cette suggestion non verbale, ben, ça permet aussi d'aller des fois un peu plus loin dans cette compréhension de nous et de ce qui peut être aussi le problème, ou au contraire même la solution, et de ces émotions qui sont là. Ouais. Mais complètement, en fait, je pense que tiens, par exemple, si on parle du mouvement et de voir comment le corps peut réagir et s'exprimer dans sa vérité. On a des grands ouvrages qui m'ont inspiré. Moi, je veux dire, par exemple, les travaux d'Alice Miller, justement sur les impacts traumatiques, sur la place de l'enfant dans son monde, dans son système, etc. Elle a écrit, et le corps ne ment jamais. On a les travaux aussi de Bessel van der Kolk, qui a beaucoup étudié sur la notion des traumatismes et qui a écrit cet ouvrage de référence que je recommande grandement, qui s'appelle « Le corps n'oublie rien », où on voit bien que ces auteurs, en fait, nous apprennent déjà qu'en fait, la capacité pour toute personne d'aller se rencontrer à son rythme dans la perception qu'elle a d'elle-même, dans ses limites corporelles, dans son écoute intrapersonnelle, ses mouvements émotionnels, bref, d'avoir de la conscience d'elle-même et de déguiser cette capacité d'interoception, on est sur un des grands leviers qui va permettre d'apaiser les impacts à composantes traumatogènes. Voilà, là, on rentre un petit peu plus dans la théorie, mais moi, ce que j'ai aimé, j'ai envie de revenir un tout petit peu là-dessus, dans les différentes expériences que j'ai commencé à mettre en place, ces lectures, je les avais pas encore vraiment à l'époque. Si, j'avais lu Louis Sansa, La Voix du Sentir, je m'étais intéressé au body-mind centering, à des approches très corporelles par la danse, par le mouvement authentique. Je vivais des expériences comme ça que j'avais connues aussi par l'apprentissage de certains arts martiaux, comme le Viet Vo Dao par exemple, comme le Kung Fu. Donc tout ça, c'est de la matière qui me disait, mais en fait, tu peux pas faire changer quelqu'un s'il bouge pas comme ça dans son siège. Il va devoir à un moment donné mimer quelque chose. Il va devoir à un moment donné s'extirper de quelque chose, mais sans passage en force. Et ce qui m'a aidé tout au début, ça rejoint ce que tu disais juste avant, c'est d'abord d'écouter entièrement la personne, mais en coupant le son. C'est juste ça, c'est-à-dire d'apprendre à l'écouter dans sa corporéité, dans ses mouvements corporels. Alors je ne suis pas en train de dire que je faisais de l'analyse
je dirais, des grands courants de morphopsychologie ou d'analyse comportementale, etc., des micro-expressions, les travaux de Paul Ekman, etc., que tu citais aussi tout à l'heure. Ce qui m'intéressait, c'était pas ça. Ce qui m'intéressait, c'était comment un mot ou une phrase, et donc dans le métier, une croyance, était reliée à une posture, était reliée à une narration corporelle, était reliée à un geste clé. Et donc mes premières expériences, c'était de permettre à la personne de faire des pauses et lui dire, tiens, quand tu parles de cette problématique, à dire non à cette personne-là, ou à passer à l'action sur ce projet-là, ce changement-là, ta main à chaque fois revient vers là. Est-ce que tu veux bien, là, juste un instant, refaire ce geste tout doucement? Et on voit alors la personne qui commence à revenir à elle. Et ce que ça m'amenait comme information, c'est que c'était toujours stérile. C'était jamais stérile. C'est-à-dire, il y avait toujours quelque chose qui se créait. Soit un accès à l'émotion. Ah waouh, ok, ça me fait ça. Ou non, je veux pas y aller. Un accès à une capacité de changer l'état de conscience. Et c'est quand même super important dans les métiers de l'hypnose, où la personne, le faisant au ralenti, commençait à rentrer dans un état de conscience qui n'était pas le même. C'est-à-dire qu'on commence à se rapprocher du langage du corps pour quitter le langage du mental. En thérapie et dans notre monde quotidien, en fait, on a besoin des deux. On ne peut pas se passer du mental, c'est une application, parmi plein d'autres dans notre corps, qui nous aide à anticiper, à nous adapter, à prévoir, à se protéger, à survivre. On sait et on a bien vu depuis une trentaine d'années à quel point forger son mindset va aider énormément. On le voit en coaching, on le voit sur plein de terrains d'application. Maintenant, c'est une application. Et c'est un langage qui passe par le signifiant, qui passe par la réinterprétation, par la mise en sens, notamment dans des zones du cerveau qui permettent ça, comme l'aire de Broca, etc., qui permettent par la narration verbale remettre du sens, et on le voit aussi dans tous les travaux des grands auteurs qui ont travaillé sur les syndromes post-traumatiques, comme Evelyn Joss, comme Boris Cyrulnik, tous ces gens-là. La narration est importante. Au demeurant, une fois qu'on a ça, pouvoir le mettre en miroir et trouver sa complémentarité avec l'expression corporelle, eh bien on a un autre langage qui est très inconscient pour le coup, ou en tout cas qui n'est pas mental. Et là, j'ai envie d'appuyer là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, on pourrait parler peut-être, et moi je vais défendre cette idée-là, c'est un vrai débat, c'est un chantier tout ça, mais je vais beaucoup plus parler de conscience corporelle que d'inconscient. Ouais. Parce que là, on a une définition et des contours qui commencent à être un peu plus tangibles, notamment pour des gens qui ne connaissent pas toutes ces théories-là, et dire, regarde comment ton corps s'exprime, il a son intelligence, il a sa propre conscience, et je vais te proposer dans ces accompagnements-là de te mettre de plus en plus en lien avec ça, pour voir les zones où tu n'as pas envie d'aller, et les zones au contraire qui t'aident parce qu'elles te permettent d'exprimer quelque chose. Et ça parle de narration corporelle. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on va venir expérimenter juste après. On vous parle beaucoup de théorie et on parle de pas mal de points techniques et autres. Mais tout à l'heure, on va venir justement l'expérimenter grâce à Hervé qui va venir me faire une transe corporelle, justement. Donc, je vais faire le cobaye pour vous juste après. Avec joie. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur une expérience que j'avais vécue avec toi quand on était justement en formation, où tout le principe c'était très nouveau pour moi en plus pour le coup, mais tout le principe était de réapprendre à marcher, un peu comme un bébé, parce que c'est des choses qu'on a complètement oubliées, parce que c'est devenu en fait naturel, mais tout le principe était déjà de marcher de manière, on était dans une zone, il y avait plusieurs personnes, c'était de marcher déjà en regardant un peu l'espace, et à un moment donné, c'était justement de changer le rythme, de changer des petits paramètres qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui, comme tu le disais, ne serait-ce qu'avec la main, va venir reconstruire un peu une manière de s'observer, de se sentir. Et comme il y avait plusieurs personnes, je m'en souviens, dans la salle, même des fois, juste en ayant les yeux fermés, étant vraiment dans sa bulle, lorsque quelqu'un venait à être frôlé ou autre, ça venait réveiller un truc un peu bizarre qui était à la fois de l'ordre de « Oula, tu viens de rentrer dans quelque chose d'ultra personnel et en même temps, je te sens ». Donc c'est vraiment de remettre cette notion que si on revient à l'intérieur de son corps, étant donné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont très dissociées naturellement, que ce soit par le fait d'être beaucoup sur les téléphones, les télés, les choses comme ça, où on
délocalise un peu notre notion de conscience, le fait de revenir à quelque chose où, quand je suis dans mon corps, je sens ce qu'il y a autour, autant le danger que les choses bénéfiques, ben c'est aussi sentir l'autre et voir comment on arrive à se gérer vis-à-vis de l'autre et de son énergie qui va nous transmettre juste au vu de ses intentions. Je trouve qu'on est beaucoup plus à même d'être ancré dans son instinct lorsqu'on est à l'intérieur de son corps et que ben, justement on est capable de voir tout ça. Oui. Bah, c'est un peu ce qui s'est façonné et qui est devenu en fait les grands principes fondamentaux sur lesquels je m'appuie, à la fois en thérapie, à la fois dans ma propre vie et dans mon rôle de père avec mes garçons, etc. Mais aussi dans les stages transcontact en hypnose corporelle, où tout le terreau de départ, en fait, c'est un processus qui permet la préparation. C'est-à-dire que ces stages-là, transcontact, ok, au départ, ils sont destinés à des accompagnants. Ils sont destinés à des accompagnants qui ne sont pas seulement des hypnothérapeutes, mais aussi des psychologues, des psychothérapeutes, des kinés, des ostéopathes, des énergéticiens, des massothérapeutes, des sages-femmes. En fait, toute personne qui est en interaction avec un humain et qui est là au service de son changement. Donc les approches à la fois hypnotiques, psychothérapeutiques, mais aussi les approches corporelles, pour moi en fait il n'y a pas de limite, au contraire, les pratiques des uns et des autres vont venir se nourrir. Et ces stages qui vont à terme devenir des formations complètes sont des stages d'hypnose corporelle. Mais on n'apprend pas l'hypnose telle qu'on apprend dans les écoles. On apprend en fait à naviguer dans son corps. Cela étant, ça crée forcément des états de conscience modifiés. Donc on apprend non pas à mettre quelqu'un en transe, mais à mettre quelqu'un dans son corps en commençant par le faire pour soi. Et ce faisant, alors, oui, ça commence à décaler un peu les états de conscience. Ensuite, une fois qu'on est bien installé dans son corps et que la personne sent qu'elle est guidée et qu'elle peut le faire pour elle-même, alors elle apprend à naviguer dans des états de conscience modifiés, mais toujours avec un ancrage corporel qui ne se perd pas, qui se nourrit, qui s'ancre, qui se cultive. Et c'est vrai que ça passe par, comme ça, tout un éventail d'exercices extrêmement simples. Pourquoi simple ? Je le revendique, je veux que ça soit simple. Je veux que ça soit simple parce que je vise quelque chose qui est important dans mes valeurs en tant qu'accompagnant, c'est l'autonomie. C'est que les personnes puissent extraire quelques ingrédients de ces stages pour pouvoir les appliquer dans leur quotidien. C'est pour ça aussi qu'il y a des journées ou des ateliers qui sont ouverts au grand public, où il n'y a pas nécessité d'être un accompagnant ou une accompagnante, mais on vient découvrir l'expérience à travers un stage, un atelier transcontact pour naviguer dans son corps et se dire, tiens, si j'essayais l'hypnose corporelle, qu'est-ce que ça permet ? Eh bien, ça va me permettre peut-être de trouver, non pas la solution, mais des passages, des autorisations à me mettre un peu plus en lien avec mon corps. C'est ce que tu dis est important parce que je trouve que dans le métier d'accompagnant, il y a le fait aussi d'apprendre l'autonomisation chez la personne pour qu'elle puisse apprendre à faire les choses par elle-même en dehors des séances ou autres. Et justement par des petits exercices simples comme tu dis, c'est hyper important que même pour les thérapeutes ou les personnes qui n'y connaissent pas forcément quelque chose, de venir se renseigner sur différents sujets, sur différents thèmes qui peuvent peut-être parler, peut être une porte d'entrée vers justement un accompagnement ou peut-être même une libération. Mais c'est vrai qu'il y a des fois juste avec une expérience d'atelier, il y a vraiment des prises de conscience. Prise de conscience de où j'en suis dans mon corps, où j'en suis dans comment je me suis enfermé dans une idée de mon corps, comment je peux peut-être découvrir que symboliquement cette paroi qui est en fait ma liberté émotionnelle concomitante avec ma perception corporelle, elle est peut-être pas si étriquée et que quand je teste un petit peu d'agrandir ça, ces parois-là elles peuvent bouger sans danger et ça passe par des exercices très simples que tu décrivais, notamment par exemple marcher dans la conscience de soi, marcher dans la conscience uniquement de ses appuis par les pieds, marcher dans la conscience principalement de son bassin, de son articulation principale, de son bas-ventre, de son plancher pelvien, qui est le haut lieu de la sécurité chez un humain en fait, le centre énergétique, là où s'appuient sur le plancher pelvien tous nos organes vitaux,
là d'où on vient, là où on a grandi, dans la matrice de notre mère, tout simplement. C'est un haut lieu de sécurité, et c'est aussi, par exemple, une expérience que je vais proposer, d'aller développer un super ancrage interne, physiologique, qui peut être agrémenté d'une phrase, d'un mantra, qui peut être agrémenté d'imageries qui font du bien aussi, mais surtout en passant d'abord par le corps pour dire il y a un endroit de moi où je peux, là maintenant dans cette expérience, découvrir que se sentir en sécurité, en totale sécurité, c'est possible. Et de nourrir ça, de le façonner, de permettre à la personne de se l'approprier pour qu'elle s'autonomise après, non seulement ça va l'aider peut-être à prendre la parole, à prendre des décisions, peut-être à calmer un stress, à remettre de la conscience aussi dans sa façon d'être au monde, dans son environnement, parce qu'elle a une meilleure perception d'elle-même. Et évidemment, ça va permettre aussi à des gens peut-être qu'on accompagne en thérapie, qui ont été fortement ou plus ou moins impactés, pour commencer à trouver une issue à ça, et à se rendre compte que ces impacts traumatiques, c'est une histoire, mais quand je me remets dans ma chronologie, dans mon présent, dans la présence à moi, et donc par mon temple, par mon corps, ben ça ne me ment pas, et je sais que là, il y a des zones où je peux me retrouver et me sécuriser. À cela, on peut rajouter, et c'est ce qui se passe dans les stages, énormément de choses, de la mise en mouvement, de la respiration, de la rencontre avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein de techniques qu'on pourra développer. Je vous laisserai aussi toutes les informations si vous voulez contacter Hervé. Je mettrai ton Instagram, ta page Facebook, là on peut te retrouver. Tu fais aussi des lives très souvent, et des lives gratuits surtout, où justement on peut venir retrouver plein de ces choses-là dont on est en train de parler et qui seront peut-être plus approfondies à ce moment-là. Oui, pour approfondir, bien sûr. Ouais. Super. Il y a des grandes notions comme ça, en fait, qui sont très simples, je pense, qui nous aident dans la vie de tous les jours. Quand on parle de corporéité, en fait, on parle d'espace. C'est-à-dire que ton corps, mon corps, nos corps, ce sont des espaces à part entière qui ont leurs limites. Ce sont aussi des véhicules, on pourrait les appeler comme ça. On pourrait appeler ça avec d'autres codes culturels, spirituels, voilà, cet habitacle, ce temple, cette incarnation qui est là, ça passe par ton vivant, ça passe par ton corps. Et en fait, c'est ce sur quoi j'aime m'appuyer pour développer toutes les approches, que ce soit par le silence, que ce soit par la conscience de soi, que ce soit par la conscience de l'autre, par la mise en mouvement. En fait, tout ça, ce sont des outils qui permettent la préparation à une sorte d'équilibrage entre trois espaces. Il y a mon espace interne, donc ma capacité d'interoception. Si je façonne ça et que je peux trouver les ancrages et les aptitudes naturelles plus spontanées à me mettre à l'intérieur de moi, presque en toutes circonstances, alors je vais pouvoir aussi mieux prendre conscience de mon environnement. Et surtout, je vais pouvoir mieux interagir avec les autres parce qu'il y a un autre espace. Il y a ce autour, cet outside, il y a ce dedans, c'est mon inside, c'est ma capacité d'interoception, mais il y a surtout, ça sert à quoi dans la vie humaine? Là, ça sert d'être en relation. Et là, comme on fait ici ensemble, et n'importe qui, n'importe quand dans la vie, on a un intérêt, et nos clients, c'est ce qu'ils nous demandent souvent, à mieux cohabiter avec le monde, à mieux interagir, à mieux décider, à mieux accueillir l'autre. Ça passe par mieux s'accueillir soi. Donc l'espace de la relation, pour moi, est une direction qu'on prend, mais qui ne pourra être optimisée dans l'alliance thérapeutique, dans l'alliance humaine, que d'abord par l'alliance corporelle. Donc je reviens à où je suis, comment je suis dans mon propre espace, et une fois que je prépare bien ça, alors l'espace de la relation peut exister différemment. Ah, c'est super. C'est vraiment génial. Et c'est de là alors qu'on pourra commencer à travailler sur le toucher conscient, sur la mise en mouvement, sur créer de la sécurité par la mise en mouvement chez quelqu'un pour qu'il aille vers la transe d'abandon. Génial. Transe d'abandon, tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu entends justement par cet abandon-là qui peut être un mot hyper flippant pour les gens, du coup, je vais m'abandonner, mais à quoi? Alors le mot trans fait un peu peur, le mot abandon fait souvent peur aussi. Je vais essayer d'être assez synthétique sur cette partie-là, mais pour ceux qui ont déjà suivi mon travail ou qui le découvrent, la transe d'abandon n'est pas une fin en soi. La transe d'abandon, en fait, c'est un moyen, c'est une permission qui permet justement, à travers tous les éléments qu'on a déjà partagés là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience de soi, l'alliance corporelle, la conscience de son environnement,
pour mieux interagir avec l'autre. Tout ça, en fait, ça peut fonctionner si on a, je pense, à l'intérieur de soi un meilleur équilibrage émotionnel. Je ne parle pas de gestion des émotions. Ouais. Je parle de je suis vivant. Ce vivant-là, ces émotions-là m'informent et me rappellent. Que ce soit des peurs, des colères sourdes, des joies, quelles que soient les émotions, elles me rappellent que je suis en vie. Ouais. Donc plus je les bloque, plus je me prive de les laisser exister, et surtout plus je me prive de les laisser m'informer de quelque chose. Donc dans mes pratiques thérapeutiques, dans mes pratiques personnelles avec l'hypnose corporelle, la transe d'abandon, elle est simplement un moyen pour se rendre compte, elle est un moyen pour se rendre compte qu'on peut s'abandonner à soi. Et s'abandonner à soi, c'est se retrouver soi. Comme je m'abandonne dans un fauteuil, ou quand je m'abandonne dans les bras de l'être aimé, tout comme, et surtout, originellement, je me suis abandonné dans les bras de ma mère. Et ça, c'est un des codes sources de la sécurité. Donc si je suis capable, pas à pas, de me rendre compte que je suis capable de m'abandonner à moi-même, ça n'est pas pour perdre le contrôle, c'est pour me retrouver à l'endroit de ce haut lieu de sécurité dans mon corps, dont on parlait tout à l'heure, qui lui, alors, pourrait me permettre de rencontrer tout un tas d'émotions qui viennent m'informer sans que je les bloque, sans que je me rétracte, mais que je laisse le mouvement naturaliste de cette information-là circuler. Je crois donc que cette transe d'abandon, c'est passer par le corps, dans la sécurité, créer de la mise en mouvement sécure qui permet ensuite de relâcher les choses, parce qu'il y a de la motricité interne qui se met en place. Et parce que quand ça circule à l'intérieur, il y a moins de zones bloquantes à tous les carrefours de nos organes, de nos viscères, de nos productions de sérotonine, etc. Quand ça se libère dans le ventre, et t'en parlais beaucoup tout à l'heure, si ça se libère dans le ventre un tout petit peu, mais c'est cadeau de la vie. Ouais. Parce que 95% de la sérotonine que notre corps fabrique, il le fabrique dans les intestins. Donc on va travailler aussi beaucoup sur l'ouverture, l'écoute ventrale, et donc de passer du mental au ventral. Et pour ça, on s'abandonne un peu plus à soi. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'aller voir possiblement sur les théories polyvagales, je sais qu'Evelyn Joss aussi en discutait beaucoup, c'est des choses très intéressantes qui viennent allier justement la tête, le ventre, par juste quelque chose de très simple, et c'est ultra puissant. Super.